charisme. Et on commence par une candidate républicaine dont on peut dire on ne connaît pas encore si bien que ça ni le visage ni le nom. Elle s'appelle Nikki Haley. Oui, elle incarne l'espoir pour tous les républicains qui ne veulent pas de Donald Trump, ancienne gouverneure de la Caroline du Sud, ex-ambassadrice de Donald Trump à l'ONU. Elle commence tout doucement à s'imposer dans la primaire républicaine. Alors il faut dire qu'elle a une chance supplémentaire parce qu'il y avait un autre candidat qui s'appelle Tim Scott qui lui vient d'abandonner, donc elle pense normalement récupérer ses voix. Il faut savoir aussi qu'elle connaît plutôt pas mal Donald Trump, c'est lui qui l'avait nommé à l'ONU, mais Trump l'a déjà insulté parce qu'il voit évidemment cette candidature monter, une femme en plus, et il l'a qualifiée de cervelle de moineau. Et alors, il paraît qu'en plus, il a été jusqu'à faire déposer une cage d'oiseaux. Regardez, c'est elle qui a tweeté ça. Il est allé, Trump, jusqu'à faire déposer une cage d'oiseaux devant sa porte d'hôtel. C'est Nikki Haley qui a publié ce tweet pour prouver que Trump se moquait manifestement on va dire d'une cervelle de moineau que pourrait avoir une femme candidate. On ne le refera pas, comme dirait l'autre. Non, on le refera pas. Une insulte qui est bien sûr profondément sexiste. Moi, j'ai vu les commentaires des républicains, des militants républicains, à chaque fois qu'elle poste, qu'elle fait un tweet un post sur X, parce que maintenant ça s'appelle X, c'est de la folie furieuse. Ils l'attaquent tous sur le fait qu'elle est une femme et qu'elle est d'origine, ses parents, qu'elle est d'origine indienne. Et tous les commentaires. Convertie au christianisme, mariée avec un wasp. Exactement. Et convertie au christianisme. C'est d'une violence. La campagne, elle a très peu de chances quand même de gagner. Pour l'instant, elle est genre assez bas. Elle est au niveau de Ron DeSantis. Donald Trump est toujours largement favori. Oui, mais on ne sait pas ce qui peut arriver à Donald Trump d'ici à l'élection. Ouais, hélas, à mon avis, pas grand-chose. On oublie souvent l'âge de Donald Trump parce qu'on se moque de Joe Biden. Mais Donald Trump sans maquillage, c'est pas beau à voir. Il a 78. Elle-même table énormément sur cette nouvelle génération. Exactement. Après, il faut relativiser cette Elle a 51 ans. Oui, la nouvelle génération, d'accord. L'idée d'espoir, de nouveauté, voilà, c'est quand même quelqu'un qui a soutenu Trump, qui a voté pour Trump pendant tout son mandat, qui a dit que si elle n'était pas, bien sûr, mais qui a quand même dit que si elle n'était pas élue à la primaire qui aura lieu entre le 15 janvier et la fin du mois, elle soutiendra le candidat. Donc, on reste quand même sur une dynamique relativement préoccupante. Donc vous êtes persuadé que ce sera Trump le candidat républicain? On ne sait jamais, mais effectivement aujourd'hui il est à je crois plus de 58% des sondages sur la primaire républicaine. Ron DeSantis je crois est à peine à 14, elle doit être à 12-13. Elle a fait une percée impressionnante, mais alors on passe lui a son propre argent en fait pour financer sa campagne, ce qu'elle n'a pas. Ce qui n'est pas le cas de cette femme, effectivement. On passe à un autre visage, celui de l'humoriste de France Inter, Guillaume Meurice, qui a donné des nouvelles par tweet interposé sur X aujourd'hui. Alors voilà ce qu'il a posté sur X. C'est l'histoire d'un mec qui fait des blagues en 2023. Vous allez le voir, ce tweet. L'humoriste qui a reçu une convocation de la direction de la police judiciaire de la préfecture de Paris. Et selon nos informations, il a été entendu ce matin par la brigade de répression de la délinquance contre les personnes au sujet des propos qu'il a tenus sur l'antenne de France Inter sur le conflit israélo-palestinien. Peut-être qu'on peut les rappeler. Il avait suggéré l'idée d'un déguisement pour Halloween, un déguisement pour faire peur, et il avait évoqué un déguisement Netanyahou, une sorte de nazi, mais sans prépuce. Voilà ce qu'il avait dit et ce qui lui vaut donc tous ces ennuis. On a tous été d'accord pour dire ici que c'était une mauvaise blague au mauvais moment, particulièrement dans la conjoncture, mais quand même de là à être convoqué par la police, alors là franchement, j'ai envie de dire, les blagues les plus courtes sont aussi les meilleures. Je pense qu'à un moment donné, on pourrait le lâcher aussi, non? Oui, ça m'énerve un peu parce que ça le victimise. Donc ça lui donne un peu plus d'ampleur. Moi, ce qui m'énerve le plus, c'est qu'il se prend pour Coluche, parce que c'est l'histoire d'un mec, c'est comme ça que Coluche commençait ses blagues. Et vous voyez l'allusion. Et voilà. Et là, de voir ce type qui est quand même assez médiocre, mais ça va pas un peu loin quand même, que tu considères comme mais moi je vous trouve médiocre, je ne me fais pas rire, désolé, voilà. Ma grand-mère pensait la même chose de Coluche. Oser se mettre au niveau de Coluche, je trouve ça assez lamentable. Mais au-delà de ça, Frédéric, c'est l'histoire d'un mec qui a un gros melon. Oui, mais est-ce que ça va pas trop loin quand même, qu'ils soient entendus par la police? Oui, ça vous choque pas? Oui, parce que ça fait un peu police de la pensée, quoi. Mais après, il a eu un discours qui était antisémite, donc. Oui, mais la chaîne a pris ses responsabilités. Voilà, la chaîne l'a convoqué. Il y a eu quand même de la part de Charline Vanhoenacker. Non, effectivement, moi, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'on va trop loin. Là. Mais la question, c'est qui décide en fait si une blague est bonne ou pas. Et moi déjà, j'étais assez gêné que ce soit la direction de France Inter qui décide de lui donner un blâme ou je sais pas quoi, ou un avertissement pour ce qu'il a dit à l'antenne, même si moi je trouvais ça personnellement de mauvais goût. Mais enfin, je trouve ça bizarre que la direction le fasse. Et alors là, que la justice s'en mêle, enfin que la police s'en mêle, je trouve ça complètement déplacé. Ce qui est terrible, c'est que ça va un peu loin toute cette histoire, parce qu'il faut quand même le rappeler. Lui et aussi Charline Vanhoenacker, qui dirige l'émission, sont aussi victimes
victime de menaces, au point que Charline Vanhoenacker, manifestement, ça a joué sur sa santé aussi, et l'émission a été annulée dimanche dernier, il n'y a pas eu d'émission, donc peut-être que là aussi... Des menaces de mort. Voilà. Peut-être que cette affaire va quand même, de toute façon, dans tous les cas, un peu loin pour tout le monde, c'est ce qu'on voulait dire ici aussi. Le visage maintenant de Ridley Scott. Et oui, Ridley Scott, dont le film Napoléon sort demain, et c'est l'acteur américain Joaquin Phoenix qui endosse le costume de Napoléon. Alors évidemment, moi je ne l'ai pas encore vu, ce film, on attend ce... Vous non plus. Mais moi non plus. On attend ce film avec impatience, on y va demain soir tous les deux, si vous voulez, Julie, à la séance de 22h. La séance de 23h. Voilà, c'est ça, après votre émission. Mais je voulais signaler qu'il y avait 2 Français, parce qu'on n'en parle pas suffisamment, 2 Français dans le casting. Ah, vous ne saviez pas? Non, je ne le savais pas. J'aime vous apprendre des choses. Tahar Rahim fait partie du casting du film de Ridley Scott, Napoléon, et aussi Ludivine Sagné, qui d'ailleurs joue en couple, lui joue Barras, un héros de la Révolution, et elle aussi, elle joue Talien. Et voilà, on a quand même 2 Français dans ce film. Sur Napoléon. C'est la moindre des choses. Oui. Sur Napoléon, voilà, on a un couple d'acteurs français, Tahar Rahim et Ludivine Sagné. Et on voulait interroger évidemment sur ce film quelqu'un qui connaît bien Napoléon, enfin qui connaît bien, il n'était pas né à cette époque-là, mais en tout cas il a collectionné des tas d'objets sur Napoléon. Bon, alors c'est un peu un personnage fantasque, hein, vous le savez, c'est Pierre-Jean Chalençon. Bonjour, vous m'entendez, Pierre-Jean Chalençon? Oui, je vous entends, mon cher Laurent. Ah, et d'ailleurs on vous voit avec derrière vous le fameux tableau. Le tableau, le trône, enfin, c'est au palais Vivienne. Et vous avez combien d'objets encore ayant appartenu à Napoléon? Oh, 500-600. Alors si on vous appelle, c'est pas seulement pour parler de votre collection, ça j'ai envie de dire, tout le monde en a déjà parlé depuis des années, c'est pour parler du film, parce que vous l'avez vu. Alors un fou, parce qu'on peut dire un fou de Napoléon, qu'est-ce qu'il a pensé du film de Ridley Scott? Écoutez Laurent, j'ai adoré ce film. C'est une vision de Ridley Scott totalement moderne sur Napoléon. Et franchement, j'étais un peu perspicace au départ et j'ai pleuré. À la fin, j'ai versé des larmes. Ah oui, à ce point-là quand même. Oui, vraiment. Mais certains historiens ont relevé des erreurs par-ci, par-là, vous? Il y a énormément d'erreurs. Mais en fait, moi, j'ai fait abstraction des erreurs. En fait, c'est la vision de Ridley Scott, d'un homme qui n'arrive pas à avoir d'enfant et qui a énormément de pouvoir, et d'une gourgandine qui est Joséphine. Et en fait, c'est l'histoire d'un couple. Donc j'ai fait abstraction de l'histoire. C'est plus un roman historique. Vous avez envie d'aller voir le Napoléon de Ridley Scott, Blanche Leridan? Très envie. Moi, je suis une immense fan de Joaquin Phoenix, donc je verrai ça avec attention. Comment vous avez vu le film? Parce qu'on vous invite encore, vous n'êtes pas persona non grata dans les avant-premières, Pierre-Jean Chalençon? Non, on m'invite. J'ai même vu j'ai beaucoup de chance, Laurent. On m'a même invité en Belgique, on m'a offert l'hôtel, le train. Non, je suis... Ah, c'est ça, vous êtes invité en Belgique, pas en France. À Waterloo. À Waterloo, oui, peut-être alors. À Waterloo, mais oui, c'était extraordinaire. Et d'ailleurs, vous savez, Laurent, que les terres qui sont à Waterloo appartiennent toujours au duc de Wellington. Edwige Chevrillon? Non, mais juste une question. Qui a racheté le bicorne de Napoléon? Un Coréen. À 1,9 Alors non, million le d'euros. Coréen, c'était il y a 7 ans. Là, d'ailleurs, vous en avez un bicorne de Napoléon qui est là. Là, c'est 2 millions. Qui l'a racheté? Celui qui a racheté, c'est une entreprise italienne. Ah bon. Et la Légion d'honneur, vous l'avez, vous? La Légion d'honneur de Napoléon? Oui, j'ai celle de l'empereur, là, sa plaque de Légion d'honneur. C'est quand même assez incroyable. Voilà, un collectionneur, un fou de Napoléon, qui conseille donc d'aller voir le film de Ridley Scott, oui. Oui, il se trouve que j'ai la chance et le bonheur d'être descendant direct d'un grognard de Napoléon. C'est pas vrai. Oui, et qui a été décoré par l'empereur. Ça vient de là, votre côté grognard. Qui a été décoré de la Légion d'honneur par l'empereur lui-même sur le bateau qui le ramenait de l'île d'Elbe. Et moi, ça me fait du bien. Il faut aller aux États-Unis pour avoir quelqu'un qui fasse un peu un film sur Napoléon. Je vous rappelle qu'Austerlitz ici, on l'a à peine célébré. Donc c'est bien que d'autres personnes, qu'ailleurs, on regarde un peu notre pays avec bienveillance, alors que chez nous, ça se fait pas. Le film sort demain dans les salles de cinéma. Nous aborderons d'autres sujets, évidemment.